Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face, face à l'islamisme, un sujet important. Et malheureusement, aujourd'hui, le 11 mars, commémoration 10 ans des tueries de Mohamed Merah. Et pour en parler ce matin, comment vaincre l'islamisme et insécurité intérieure, Mohamed Sifawi est avec nous. Oui, parce que l'un est aux éditions du CERF et l'autre, Patrick, je ne vois pas sous vos mains. Aux éditions Éric Bonnier, voilà. En fait. Bienvenue Mohamed Sifawi, merci d'être avec nous. Je le précise parce que, évidemment, là, dans votre premier livre, c'est une contribution avec beaucoup de contributeurs, collaboration, effectivement. Et puis après, vous, votre livre qui va sortir aussi sur l'insécurité intérieure, le terrorisme islamiste, la menace permanente. C'est la première question. Est-ce qu'on a toujours en fait une menace? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus préoccupé par la guerre en Ukraine. Il y avait le Covid. Alors, et donc il y a la campagne, oui, bien sûr. Et la menace islamiste alors? Alors, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'en France, j'essaye d'alerter sur le sujet. La menace islamiste, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme dans mon livre et qu'on a parlé d'islamisme dans le livre collectif, parce que il ne faut pas la voir uniquement à travers le prisme du terrorisme, qui est une manifestation violente, spectaculaire, dramatique, avec tout ce qu'elle charrie, comme évidemment tout ce qu'on connaît comme chose affligeante. Il y a la menace idéologique. Et je pense que longtemps, la menace idéologique n'a pas été prise en compte. Alors cette menace idéologique engendre, parce que dans l'histoire des idées, c'est ce qu'on apprend aussi. Quand vous avez une idéologie qui monte, vous avez toujours des contre-idéologies qui se manifestent. Et ce ne sont pas toujours les meilleurs qui s'affrontent. C'est-à-dire que là, par exemple, nous sommes face à deux extrémismes qui s'alimentent mutuellement. Un extrémisme islamiste qui est évident, qui est là, qu'il est inutile de nier. J'ai été l'un des premiers à le dénoncer encore une fois. Mais cet islamisme nourrit depuis plusieurs années une idéologie d'extrême droite qui est détestable, qui est anti-républicaine, qui est antidémocratique, qui est dangereuse pour la République. Et si vous voulez, ces deux idéologies s'alimentent mutuellement. Quand vous regardez, par exemple, l'islam politique, s'agissant de la France, depuis plusieurs années, les théoriciens islamistes rêvent d'un gouvernement d'extrême droite. Et d'un autre côté, quand vous écoutez les discours et les meetings des principaux leaders de l'extrême droite, toute leur littérature, toute leur rhétorique tourne autour de cette question d'islamisme. C'est-à-dire comme si, in fine, il n'y avait que ça. Un affrontement final entre eux, quoi. Mais évidemment, on le voit, on le lit encore une fois, notamment dans les textes islamistes. Vous avez par exemple un exemple qui peut être anecdotique, mais qui est parlant. Pourquoi, à votre avis, le président de l'association islamiste Baraka City, qui a été dissoute, Driss Siamedi, fait un tweet un jour, il y a quelques mois, en disant « Éric Zemmour est une bénédiction pour les musulmans ». Pourquoi, à votre avis? J'ai fini mon livre en posant cette question. Il faut le méditer. Pourquoi un salaf militant islamiste dit que Éric Zemmour est une bénédiction pour les musulmans? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui savent très bien que plus vous cristallisez une haine, plus vous avez des candidats qui font de la haine un programme politique. Sachant que la haine ne peut pas être un programme politique. La colère n'est pas un programme politique. L'angoisse, la peur, y compris de la plus légitime, n'est pas un programme politique. Il faut être lucide, il faut faire un diagnostic, et il faut mettre en place des politiques adaptées et surtout cohérentes et réalistes. Ce que ne font pas les leaders d'extrême droite. Donc si vous voulez, avec le CERF, on a décidé de réunir une équipe pluridisciplinaire, des experts. Tous légitimes, experts en tout cas dans leur domaine, un général, une magistrate, un avocat, un expert en question de renseignement, des islamologues, un chercheur au CNRS, c'est un véritable livre-programme d'ailleurs. Et on a voulu sortir du constat, parce que les uns et les autres faisons un constat depuis plusieurs années, que l'islamisme est un problème, et je le répète encore une fois, il ne s'agit pas de le nier, que le terrorisme est une menace réelle sur notre société et notre démocratie, mais qu'au-delà du constat, il faut arriver, pour sortir du haka faucon, pour sortir du populisme, pour sortir de la démagogie, faire des propositions concrète. La réforme du code pénal, par exemple, texte que fait Béatrice Brugère brillamment pour essayer de adapter notre. Elle dit que c'est incroyable. Hein. On n'est pas du tout prêt à adapter, contrairement à d'autres pays qui ont réussi à bouger un peu les choses. Quoi. Parce que longtemps, on a considéré que, encore une fois, il fallait lutter que contre le terrorisme. On a construit en France, et ça j'y reviendrai, parce que j'entends aussi des gens dire qu'en France il se passe rien, etc. C'est totalement faux. Si la France est attaquée
par les islamistes à ce point, c'est parce que c'est le pays européen qui a fait le plus contre les islamistes. Il faut aussi le souligner, il faut être juste. Moi, vous savez, je suis d'abord un journaliste et je rapporte des faits. Pardon, juste d'un mot. Pardon. Si vous voulez, depuis plusieurs années, l'islam politique n'a été appréhendé que par ce prisme, je le redis, du terrorisme. Donc, au-delà du constat, qui est parfois juste, ou voire souvent juste, il n'y a pas eu véritablement de ligne programmatique qui soit proposée. Et c'est ce que nous avons voulu faire à travers les contributions des uns et des autres. Alors, mais justement, vous parliez des politiques, est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de déni par rapport à ces questions-là? Bien sûr, surtout sur le local. Il y a plus que le déni. Il y a des compromissions, il y a des alliances contre nature. Vous avez des maires de droite et de gauche qui s'allient souvent localement, avec des associations islamistes. On l'a vu, je ne vais pas vous citer une liste à l'après-vert, ça ne sert à rien. Mais vous avez aussi, même historiquement, par exemple, d'un parti d'extrême droite, le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen, il était opposé en 2004 à la loi contre les signes religieux à l'école, qui devait justement mettre fin à cette ambiguïté juridique qui mettait les directeurs d'établissement, enfin les responsables d'établissements scolaires dans des situations ambiguës puisqu'on décidait au cas par cas. Et cette loi, qui est une loi républicaine et laïque, faut-il le rappeler, visait à faire en sorte à ce que cette séparation entre le religieux et les établissements scolaires soit véritablement et alors, confirmée. Pour poursuivre sur ce fameux déni, très concrètement, alors ça passe par quoi? Il y a de l'entrisme, on le dit, des frères musulmans, ou alors d'autres peut-être qui ne sont pas forcément des frères musulmans, dans des administrations, dans des collectivités locales, c'est ça? Oui, mais encore une fois, pendant de longues années, on a considéré qu'on ne devait pas lutter contre les idéologies. Ce qui est totalement une aberration. On doit lutter contre les idéologies. Moi, j'ai eu parfois des responsables qui m'ont dit, et encore une fois, de tous bords politiques, mais cher monsieur, nous sommes en démocratie, nous ne luttons pas contre les idées. Mais il faut au contraire lutter contre les idées, surtout les idées totalitaires. Et de ce point de vue, l'islam politique est un totalitarisme. Donc, encore une fois, on a construit une doctrine antiterroriste, mais on n'a pas su construire une doctrine anti-islamiste. C'est ce que Emmanuel Macron, il faut lui rendre cette justice, a commencé à faire avec la loi contre le séparatisme. Et c'est le premier gouvernement, là aussi c'est factuel, qui a commencé à dissoudre des associations islamistes très dangereuses, je cite Baraka City, je cite le CCIF, mais aussi des associations ou des groupements de fait d'extrême droite, a fermé des mosquées, a fermé des mosquées salafistes, a fermé des librairies et des maisons d'édition islamistes. C'est fondamental. La guerre idéologique, encore une fois, elle est fondamentale et incontournable. Sauf qu'encore une fois, la bataille idéologique contre l'islam politique, elle doit être menée avec les armes de la République. Pas avec les armes du populisme et de l'extrême droite. Pas avec des logiques qui visent à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, Mohamed Sifawi, sur comment vaincre l'islamisme. Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi vers des décisions assez radicales? C'est ce qui est parfois proposé par des gens en fait à l'extrême droite. On va voir ça dans un instant et vous pouvez d'ailleurs réagir. Nous sommes ensemble encore pendant un bon quart d'heure sur Sud Radio. Standard 0826 300 300. Mohamed Sifawi, comment vaincre l'islamisme aux éditions du CERF, et l'autre, Patrick? Et l'autre, c'est insécurité intérieure, terrorisme islamiste, la menace permanente. A tout de suite, 9h45. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur les sujets de l'islamisme. Comment vaincre l'islamisme? C'est le livre de Mohamed Sifawi aux éditions du CERF. Et vos appels, vous attendez au standard si vous voulez bien sûr poser vos questions à Mohamed Sifawi. Oui, alors on disait tout à l'heure comment vaincre. Quels sont en fait nos armes, nos outils face à des gens qui ne reculent devant rien et qui aujourd'hui gangrènent un peu en fait le territoire. C'est l'idéologie qui s'est installée. Ce que vous disiez en fait, Mohamed Sifawi. Alors vous dites oui. De l'autre côté, il y a l'extrême droite qui se construit, etc. Et pour s'opposer un petit peu. Mais l'extrême droite qui parfois propose peut-être des choses qui sont radicales, alors trop à votre goût ou pas? Comment il faudrait agir? D'abord, il y a une règle générale. On ne vous entend pas. Ah oui, on ne vous entend pas le micro. Micro. Oui, le micro, en fait, voilà, il y a un problème, effectivement. Ouais. Oui, alors, Mohamed Sifawi, oui. D'abord, il y a une règle générale, c'est que moi, je ne crois pas qu'il soit opportun
de construire des ripostes qui soient en dehors de l'état de droit. Un. Deux. Mais est-ce que notre état de droit est adapté, en fait? Notre état de droit est adapté. On a le système judiciaire, l'un des plus complets en termes de textes. La question, c'est dans l'applicabilité. Ouais. Vous avez des lois qui ne sont pas appliquées ou qui, longtemps, n'ont pas été appliquées. Après, vous avez un phénomène de l'islamisme qui est en perpétuel mouvement. Donc, il faut adapter notre législation au fur et à mesure. Mais toujours à veiller, à mon sens en tout cas, parce que je crois dans les principes de la République et dans les valeurs universelles, qu'il ne faille pas sortir de l'état de droit, qu'il ne faille pas sortir du cadre républicain et qu'il faut surtout faire des propositions qui constitutionnellement tiennent la route. Parfois, vous avez des candidats qui font du populisme, un peu comme dans des discussions de comptoir, qui vous lancent des choses qui peuvent paraître séduisantes, surtout lorsque ces choses interrogent l'émotion, la colère, l'inquiétude, etc., qui, encore une fois, sont des sentiments légitimes, et qui s'adressent à des gens qui n'ont pas peut-être la formation adéquate pour comprendre les nuances et les subtilités du droit, de façon générale, mais encore une fois, l'islam politique et le terrorisme ne se combat pas uniquement par du droit et des mesures répressives. Oui. Il y a aussi tout un dispositif de prévention qu'il faut mettre en place. J'ai entendu peut-être, par exemple, peu de candidats parler de politique de la ville. On a un vrai problème de politique de la ville à travers une ghettoisation ethno-religieuse qui permet à des islamistes d'utiliser certains territoires comme un bac à sable pour y recruter à la fois des adeptes et même des terroristes potentiels. On a la question relative à l'éducation nationale qui est aujourd'hui visée. J'ai écrit un livre il y a 2 ans et demi, un livre enquête qui s'appelle Takia, sur justement les tentatives d'infiltration, voire les infiltrations des frères musulmans dans différents rouages. Et c'est là où il faut aussi agir pour mettre à l'abri notre jeunesse, pour mettre à l'abri l'enfance, pour mettre à l'abri nos associations sportives. Il y a quelques semaines aussi, j'ai sorti une enquête dans Franc-Tireur qui parlait de l'infiltration des islamistes dans les milieux sportifs. On l'a vu encore avec cette polémique autour de ces militantes qu'on appelle les hijabeuses, c'est-à-dire ces filles qui veulent imposer le port du voile. Parce que derrière ces hijabeuses, vous pensez qu'il y a justement des mouvements fondamentalistes, quoi. Bien sûr qu'il y a des mouvements fondamentalistes. Parce qu'elles revendiquent une certaine liberté, en fait, de pouvoir pratiquer du sport et en respectant leur religion. Oui, libre à elles de revendiquer ce qu'elles veulent, libre à nous d'interpréter les choses selon, je dirais, un contexte national et international très précis et très particulier, à travers lequel nous voyons depuis plusieurs années l'avancée ou la banalisation de l'idéologie islamiste, transformé par certains comme un normatif islamique. Mais oui. Alors Mohamed Sifaoui, comment fait-on alors justement pour intervenir, sachant que bien souvent nous on agit quand il y a des faits, quand il y a des délits, et là quand c'est une idéologie qui avance comme ça dans ces quartiers, que peut-on faire? D'abord, si vous voulez, au niveau de la politique de la ville, il faut déghettoiser au maximum. Oui. Mais ça, c'est quoi? On commémore les victimes de l'assassin Mohamed Merah. Ouais. Bon. Mohamed Merah a grandi dans un quartier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, les Isards. Ouais. Les Isards étaient à la fois un point de deal extrêmement important, un spot en Midi-Pyrénées très important, et un lieu de recrutement islamiste. Après les meurtres perpétrés par Merah, il y a eu des coups de projecteur sur ce quartier, et ce quartier a été en partie, je dis bien en partie, déghettoisé. Et quand vous discutez aujourd'hui avec des policiers ou des magistrats de la région toulousaine, on vous explique que le taux de criminalité a baissé. Alors, il n'a pas disparu, mais il a baissé. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, je ne sais pour quelle raison, des urbanistes ont considéré qu'il fallait construire des cités fermées. Et ces cités fermées ont profité pendant longtemps et continuent de profiter à des gangs, à des mafieux, à des islamistes, et en plus de ça, vous avez eu un désengagement de l'action publique, c'est-à-dire que moins de présence policière, moins de services publics, etc. Ce qui fait que c'est une population, d'ailleurs un changement de population, quoi. Il y a sans aller jusqu'au terme du grand changement, mais sans faire il y a eu un changement de population, mais pas seulement à travers, il ne faut pas lire les choses à travers l'ethnie ou à travers la religion. Il y a eu un changement de population dans le sens où
toutes les précarités ont été concentrées dans les mêmes endroits. Or, on le sait, et encore une fois, c'est pas pour faire du sociologisme ou pour excuser quoi que ce soit, mais on sait que l'islam politique, que ce soit à Paris, à Casablanca, à Alger, au Caire, où vous voulez, dans un pays musulman ou dans un pays occidental, européen, l'islamisme recrute là où il y a des vulnérabilités. Et on a laissé se construire ces vulnérabilités. D'une certaine façon, on a livré, sans le vouloir, il n'y a pas eu un complot, mais on a livré, sans le vouloir, une partie de notre jeunesse aux recruteurs islamistes. Et ça, il faut y remédier à travers une nouvelle politique de la ville. Après, sur la question de l'éducation nationale, là aussi, il faut faire barrage à certaines influences islamistes en faisant un recrutement qui est différent, en sanctionnant. J'ai sorti une enquête il n'y a pas très longtemps dans l'hebdomadaire Franc-Tireur dans lequel je contribue sur justement l'infiltration dans les milieux du sport, comme je vous l'ai dit, et le milieu de l'école. Quand vous apprenez que des enseignants, par exemple, distribuent des tracts à connotation islamiste en salle de professeurs, et ça, ce sont des enseignants qui me l'ont dit. Ouais. Quand vous avez des personnes qui viennent, au lieu de venir partager des connaissances et former une jeunesse, viennent militer, ça pose un problème. Alors vous avez des militants pro-islamistes, vous avez des militants d'extrême gauche qui sont dans une logique dite islamo-gauchiste, qui existe, c'est-à-dire dans une convergence idéologique entre des milieux de gauche et des milieux islamistes, et vous avez enfin un environnement qui est créé autour de ces quartiers, de ces écoles, où la médiocratie est installée, où en fait la culture de l'échec est installée, où vous ne laissez pas de perspective à une jeunesse autrement qu'aller vers, souvent, le trafic de drogue ou l'islam politique. Donc, si vous voulez, il faut revoir à la fois, effectivement, l'aspect répressif, il faut punir plus sévèrement, ça ne me pose aucun problème, mais il ne faut pas considérer que la première erreur, c'est de considérer que tout ce qui est délinquant doit sortir de la communauté nationale. Ça, c'est une aberration, parce que vous avez aujourd'hui de plus en plus de convertis, vous avez de plus en plus de personnes dits français de souche qui se reconnaissent dans l'islam politique, et c'est un problème. Merci Mohamed Sifaoui, on pourrait encore en parler longuement, on vous réinvitera d'ailleurs. Avec Comment plaisir. Vaincre l'islamisme, le programme Vérité, c'est aux éditions du CERF, et je rappelle aussi l'autre livre, Insécurité intérieure, de Mohamed Sifaoui, aux éditions Éric Bonnier. Voilà, vous pouvez acheter les deux. Merci d'avoir été avec nous, Mohamed Sifaoui. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette matinale. On vous souhaite un bon week-end sous la pluie, visiblement. Oui. Dans un instant, Christine Bouillot et puis Jean-Marie Bordry ce week-end. Et n'oubliez pas, ce soir, 21h, évidemment, le match rugby en direct sur Sud Radio. Allez, salut et passez un bon week-end. À lundi.